Alors, nous reprenons cet après-midi. Donc, nous allons avoir une table ronde. On va demander à Sean Haney, John Stackhouse, Francis Bilodeau et Dave Samardon pour une discussion sur l'innovation et la résilience en agriculture. C'est à vous. Alors, on va bien s'amuser. On a terminé avec les résolutions ce matin. Maintenant, on va entrer dans le vif du sujet. On va avoir de belles discussions. Je m'appelle Sean Haney, fondateur de Real Agriculture Radio. Si vous n'avez pas Sirius, vous pouvez télécharger le balado. Certains d'entre vous sont des fans de notre émission. Ma collègue est parmi nous aujourd'hui. Nous sommes le seul programme d'agriculture nationale au Canada. Nous en sommes très fiers. Et donc, tout ça pour dire, très content d'être des vôtres aujourd'hui. Alors, tout cela sera enregistré aujourd'hui. Ça sera diffusé demain. On fait semblant que c'est mercredi, mais tout sera rediffusé mercredi à 4 heures, heure normale de l'Est. Aujourd'hui, nous allons parler de l'innovation, de la résilience, de la science dans le milieu agricole. Nous avons une belle table ronde avec des conférenciers très intéressants. On remercie RBC qui commandite cette table ronde. Avant de commencer, alors, on est peut-être un petit peu fatigué après avoir bien mangé. Je vous demande de participer. On vous demande de vous montrer enthousiaste. Tout le monde, oui, on va s'enthousiasmer. Alors voici ce qui va se passer. À la sortie de la pause, je vais lever la main et vous allez applaudir. Vous êtes prêts? On va faire un petit test, une petite répétition générale. Alors, pas mal, pas mal. Alors, commençons. La table ronde est là. Ils vont attendre avec patience. Je vais faire une petite présentation et ensuite on va démarrer. Alors, ne vous précipitez pas, il ne faut pas applaudir tout de suite. Alors voici. 3, 2, 1. Bienvenue à l'émission Real Agriculture Radio. Je suis votre hôte. C'est l'édition de mercredi. Je tiens à remercier tous nos écouteurs qui se servent du balado. Cette table ronde est commanditée par RBC, et nous sommes... Tout ça s'est enregistré en direct. Nous sommes à l'AGA, dans la FCA, à Ottawa, en Ontario. C'est la capitale du pays. Hier, on a eu une belle journée avec le Premier ministre. On avait également les autres chefs des partis politiques. Il y avait beaucoup d'énergie dans la salle et tout le monde est content d'être des nôtres aujourd'hui. Nous avons une belle table ronde pour vous parler du changement climatique, de la durabilité. Nous avons des obstacles. On veut essayer d'accroître la compétitivité. On essaie de réduire les émissions. On essaie de faire plusieurs choses en même temps. On essaie de décortiquer tout cela. Donc, nous avons John Stackhouse, vice-président principal de RBC. Nous avons également Francis Bilodeau. C'est le sous-ministre adjoint d'Innovation, Sciences et Développement économique du Canada. ISDE. Il va parler de l'innovation du point de vue de son ministère. Et ensuite, nous avons Dave Samardon, c'est le PDG de Bio-Entreprises Canada. Si vous avez des commentaires par rapport à l'émission, vous pouvez nous envoyer un courriel
Vous pouvez également nous trouver sur les médias sociaux, Twitter, Facebook, TikTok aussi et Instagram. Nous avons encore Instagram. On ne sait pas si ça va te frapper d'une interdiction. Vous pouvez également composer le numéro. Avant d'introduire de présenter les conférenciers, nous avons une invitée très spéciale. C'est la présidente de la FCA. Je lui ai forcé la main pour qu'elle vienne au podium. Marie, tu es la présidente sortante de la FCA. Je voulais que tu sois là parce que, à mon avis, il faut reconnaître, et beaucoup d'entre vous le savent déjà, Marie a vraiment élargi l'attente. Elle essaie de tisser des liens d'un océan à l'autre. Souvent, au Canada, nous sommes divisés par différents murs, par différents obstacles. Nous avons différents éléments. Nous avons l'horticulture, les vignobles, la gestion de l'offre. Et Marie essaie d'éliminer tous ces obstacles. Donc Marie, merci du fond du cœur. Tu te rappelles de notre première interview? Oui, très très bien. J'ai interviewé Ron Barnett et ensuite il y avait Mary Robinson et je t'ai bombardé de questions. J'étais surpris que tu m'aies parlé après. Alors on s'est bien amusé, on a développé une bonne relation. Mary, tu peux nous appeler. Quel était ton meilleur souvenir en tant que présidente de la FCA? Qu'est-ce qui ressort pour toi? Qu'est-ce que tu vas retenir de cette présidence? Un moment dont je suis très fier, pas vraiment, j'ai pas un souvenir, mais peut-être le moment dont je suis le plus fier, c'est ce genre d'événement où on voit tellement de diversité. Quand je parle de diversité, je parle de denrées, l'âge des producteurs, le genre des producteurs, productrices, des petites fermes, des fermes moyennes. Nous avons des discussions ensemble et comme je l'ai mentionné, nous reconnaissons que peut-être il y a parfois on s'obstine sur certains éléments, mais la plupart du temps, nous avons plein de choses en commun. Donc, en nous regroupant ensemble, en échangeant, on peut reconnaître notre potentiel réel. On veut avoir l'écoute du gouvernement. On va avoir des gens à l'extérieur de l'agriculture pour démontrer à quel on peut être fier de notre secteur et on peut absolument avoir des potentiels pour relâcher ou développer notre plein potentiel. Avant de passer à la pause, je voudrais vous parler d'un de mes souvenirs et pour moi c'était un très bon exemple d'élargir l'attente. Alors c'était le début de la pandémie, c'était un peu chaotique. Comment est-ce qu'on va faire abattre nos bêtes? Qu'est-ce qui va se passer? Les abattoirs ferment, on a des préoccupations au sujet de la chaîne d'approvisionnement. Je ne sais plus quel soir de la semaine c'était, mais c'était un soir où il y avait une conférence de presse et c'était le Conseil du port, le Conseil Canadian Cattle et la FCA. Et là, il y a tout un historique derrière tout ça. Et je ne sais pas si, de façon traditionnelle, on pourrait s'attendre à voir ces trois groupes ensemble. Peut-être deux des trois, mais les trois qui travaillaient de concert pour résoudre des problèmes, pour moi, c'est ce que représente Mary Robinson. Alors, je dis merci d'avoir agrandi le grand chapiteau. Et maintenant que tu as terminé de jouer ce rôle, tu pourras exprimer ce que tu as vraiment sur le cœur. Alors, on va faire la pause. Au retour, on va tenir cette conversation avec John Stackhouse de RBC Banque Royale tout de suite après. OK, John. Alors, John, vous pouvez venir à l'avant. Est-ce qu'on s'amuse? Est-ce que vous pouvez imaginer que cette présentation, je l'ai déjà faite auparavant? L'introduction? Alors, une main d'applaudissement pour John.
Mary a été applaudie plus chaleureusement. Mais c'est son dû. Très bien. Alors, nous y sommes. 3, 2, 1. Et nous reprenons notre émission aujourd'hui présentée par RBC Banque Royale du Canada. Merci d'être les commanditaires de notre émission. Comme je l'ai mentionné au départ, nous sommes aujourd'hui à Ottawa, la Fédération canadienne de l'agriculture, lors de l'AGA. Et c'est merveilleux d'être des vôtres. Merci à la FCA, toute l'équipe qui nous accueille ici pour diffuser, non seulement pour les délégués dans la salle, mais pour l'ensemble du pays et aux États-Unis aussi. Alors aujourd'hui, nous avons à nos côtés John Stackhouse, vice-président à la Banque Royale du Canada. John, je suis heureux de vous revoir. Sean, je suis toujours heureux de vous voir. Alors, on a pu parler à diverses reprises de la révolution verte. RBC s'intéresse vivement à cet enjeu de l'augmentation de la productivité, la réduction des émissions et en tant que banque, évidemment, je sais que vous vous préoccupez des recettes des agriculteurs puisqu'ils ont des dettes à rembourser. Alors, votre domaine, vous étiez un rédacteur en chef sur les affaires au Globe and Mail et vous avez fait cette transition. Pourquoi est-ce que ce sujet vous passionne? C'est une bonne question, c'est facile d'y répondre, Sean. Je peux me pencher sur les perspectives de prospérité du Canada pour les décennies à venir. Et si on songe à dans 20 ans, dans 30 ans, ça revient à l'agriculture qui est nécessairement un des aspects essentiels de la prospérité du pays. Quand on songe à la croissance économique, ça passe avant l'automobile comme valeur pour l'économie. Si on songe au climat et à la transition qui nous intéresse vivement, l'agriculture peut en faire plus de façon très productive et beaucoup plus rentable que bien d'autres secteurs au pays. Si on songe aux opportunités en matière d'innovation pour le Canada, il y a bien plus de choses qui se passent en agriculture que dans bien d'autres secteurs. Il y a des choses qui se passent dans d'autres secteurs, mais il y a beaucoup plus de moteurs d'innovation. Et une dernière observation qu'il ne faut jamais passer sous silence, l'agriculture est une menace est un fil conducteur pour le tissu national. Les gens qui participent à la production alimentaire sont ceux qui permettent de tisser des liens serrés au sein de ce pays. Êtes-vous étonné? Vous vous êtes rendu compte de cela, vous? Mais saviez-vous ces choses-là quand vous vous êtes intéressé au départ à l'industrie? Est-ce que vous avez été surpris par ce que vous avez constaté? À certains égards, non, parce que j'ai eu l'honneur de pouvoir écrire au sujet des enjeux canadiens depuis bien des décennies et j'ai toujours eu un profond respect pour l'agriculture comme étant une partie essentielle du Canada. Je viens du Nouveau-Brunswick et le père de ma mère était un producteur de pommes de terre juste à côté des McCain. Eux, ils ont réussi, nous pas. Alors, on s'est retrouvés à Toronto. Mais l'agriculture a toujours été essentielle à notre famille et c'est le cas dans pratiquement toutes les familles au pays, je dirais. On n'a pas besoin d'aller très très loin pour trouver nos racines. C'est bien dit. On va parler du Canada ici aujourd'hui, mais il faut aussi prêter l'oreille à ce qu'il se passe autour de nous. Et dans des conversations antérieures que nous avons tenues, vous et moi, je pense qu'on peut dire qu'au sud de la frontière, il y a beaucoup de choses qui se brassent dans ce domaine où l'agriculture peut être un des outils pour lutter contre le changement climatique. Et il y a la loi sur la réduction de l'inflation, où on parle d'inflation dans le nom, mais en fait, il ne s'agit pas de l'inflation, il s'agit d'autre chose. Cette loi aux États-Unis, quel genre d'impact est-ce qu'elle a? Comment est-ce que le Canada peut réagir? Il faut réagir d'une façon très ambitieuse. Ça change la donne pour de nombreux secteurs et pour le pays dans son ensemble. J'écoutais une balado de Barron's, c'est une publication de Wall Street, où l'animateur est allé en Iowa. Et quand Wall Street se rend en Iowa, on sait qu'il y a quelque chose qui se brasse. Et il s'agissait de ce projet de loi et de ce que ça va signifier pour l'agriculture. On parlait de l'agriculture, des terres cultivées
qui ont de meilleurs rendements que la bourse depuis quelques années, en fait, depuis avant ce projet de loi. Il y a des choses à suivre à l'échelle mondiale. C'est une opportunité pour notre pays aussi, mais il nous faut investir dans cette opportunité. C'est ce qu'on fait aux États-Unis avec ce projet de loi sur la lutte contre l'inflation. Et c'est enthousiasmant d'entendre le secrétaire à l'agriculture parler des investissements qu'ils font là, des incitatifs pour les producteurs, mais aussi les investissements sans égal pour l'ensemble du pays, pour l'infrastructure. Et nous devons en faire autant ici. C'est la façon d'ouvrir grand les vannes pour le potentiel des producteurs alimentaires, des agriculteurs au pays, mais aussi pour permettre au Canada de pleinement jouer son rôle à l'échelle mondiale. Chez RBC, nous pensons que le Canada va devoir exporter 25% de plus d'aliments d'ici la fin de la décennie pour répondre aux besoins. On va avoir 2 milliards de personnes de plus. Les sources d'approvisionnement traditionnelles ne sont pas aussi fiables qu'elles l'ont déjà été, nous le savons tous. Il va y avoir toutes sortes de défis qui vont se présenter à nous, mais aussi des opportunités. Et comment faire cela et réduire les émissions en même temps? Nous pensons que c'est l'équivalent pour le Canada de se rendre sur la Lune. Et se rendre sur la Lune, les Américains n'ont pas fait ça sans verser des investissements, et il faut verser des investissements aussi ambitieux pour accomplir cela. Je pense que vous avez mis le doigt sur quelque chose d'important là, parce que essayer de dépenser autant que les États-Unis, c'est très difficile pour le Canada. On peut à peine imaginer ça pour un pays de 35 millions de personnes. Mais au niveau de l'attitude par rapport à cet enjeu, est-ce qu'il y a un comportement typiquement canadien qui ferait, parce qu'on en parle de ces choses-là, mais quand il s'agit d'agir, de mettre de l'avant le financement, le programme national, le plan national, est-ce qu'on a la bonne attitude pour le faire? Bon, l'attitude, on l'a, ça se voit dans la salle ici, ça se voit simplement parmi ceux qui écoutent votre émission. Le Canada se classe parmi les 5 premiers dans toutes sortes de catégories de production alimentaire à l'échelle mondiale. On ne l'a pas fait parce que le gouvernement nous a distribué ses bienfaits. On l'a fait grâce à l'ambition des agriculteurs, de groupes qui en sont arrivés à dominer des marchés mondiaux en canola, en blé, en porc, en bœuf. Et nous pouvons continuer à le faire d'une façon très futée sur le plan climatique. Et ça, c'est grâce aux technologies que nous pourrons ensuite aussi exporter au monde entier, ce qui nous permettra d'avoir une efficacité accrue en tant que producteurs et en tant que pays. Nous avons l'ambition sur le terrain, absolument. Il nous faut cette ambition au niveau national. Il nous faut dire que l'agriculture, et on l'a déjà dit auparavant, l'agriculture est un levier stratégique essentiel pour le pays. Quand on fait l'analyse de notre intérêt économique pour le monde entier, l'agriculture est au premier plan. J'ai eu une délégation japonaise qui est venue au Canada et ils avaient une liste de choses dont ils auraient besoin jusqu'en 2040. Et en haut de liste, qu'est-ce qu'on trouvait? Le canola. Voilà ce dont nous allons avoir besoin. On comprend que le Canada est un bon fournisseur. Mais vos ports, vos chemins de fer, il y a des problèmes d'achalandage, alors on cherche à être réconforté. Ils ont tout à fait confiance en nos producteurs. Ils aiment ce que nous avons à vendre. Il faut continuer à améliorer notre façon de faire au niveau de l'infrastructure, au niveau des marchés pour faire en sorte de ne pas se contenter de vendre, mais nous devons investir dans les bonnes technologies, bien positionner nos deniers dans toute cette chaîne d'approvisionnement pour pouvoir faire ces exportations. Alors le Canada, on devrait arriver à charger un bateau en pleine pluie. Ça devrait pouvoir se faire. Il y a un aspect dans certains des documents de RBC, là je vais un petit peu vous remettre en cause, il y a une expression, bon, certains l'accueillent chaleureusement, mais pour d'autres ça leur donne un peu la chair de poule. C'est cette notion de régénération. Est-ce que les gens vous parlent de cette expression? C'est une expression qui ne va pas sortir de ma bouche aujourd'hui parce que ça peut déclencher toutes sortes de réactions. Pourquoi? Parce qu'il y a toutes sortes de définitions pour cette expression. Et il y a beaucoup de réflexions sous-jacentes qui finissent par se perdre dans tout ce débat. Moi, j'aime plutôt la notion américaine qui est d'avoir une agriculture axée sur les besoins climatiques. Alors, il faut percevoir l'agriculture d'une façon axée sur le climat et
les agriculteurs font ça depuis la nuit des temps, mais maintenant on comprend mieux ce que c'est que d'être futé sur le plan de l'environnement. Et c'est un gros avantage pour le Canada. Si on parle de la capture, par exemple, dans les sols, pour nous, ça, c'est une agriculture fuletée sur le plan du climat. Alors, comment est-ce qu'on peut... on a le 12e plus grand actif au pays quand on parle des sols au Canada, et on peut absorber de 30 à 40 mégatonnes de carbone, 5% environ de notre compte national. Ça devrait avoir une valeur de 2 à 4 milliards de dollars par année dans nos calculs. Deux grands intendants, et ça c'est pour les intendants de la terre qui sont principalement des agriculteurs. Alors comment créer les marchés, les bons marchés? Et il y a des façons de s'y prendre, il faut en parler, mais les bons marchés pour faire en sorte que les agriculteurs soient récompensés non seulement pour ce qu'ils produisent, mais aussi pour ce qu'ils préservent dans les sols, avec leur gestion des sols. Gérer les sols d'une façon futée pour l'environnement afin de capturer les gaz à effet de serre. C'est une valeur économique pour le pays, c'est une valeur économique pour de nombreux investisseurs à l'échelle mondiale et partout au Canada. Alors, comment faire en sorte que ce capital-là soit transféré d'une façon axée sur les besoins du marché pour ceux qui sont les protecteurs de ces sols? Vous allez rester des nôtres, vous allez faire partie de notre groupe de discussion. Les deux autres messieurs vont se joindre à nous et nous allons continuer à examiner cette émission. Alors, cette émission vous est présentée par RBC. Vous écoutez Real Ag Radio. You're a great audience. Quel public, vous êtes merveilleux. Vous pouvez venir à l'avant. Can I get you guys to pass me just the water? Thank you. This is our pretend break. C'est notre fausse pause. Fausse pause. C'est amusant parce que, vous savez, dans mon studio, moi, je parle au mur. Alors là, c'est vraiment bien plus amusant de voir des gens dans la salle. Okay, here. Très bien, on y est. On y est. 3, 2, 1. Et bon retour à notre émission radiophonique ici à l'AGA de la FCA à Ottawa en Ontario. L'émission vous est présentée par RBC et nous venons d'entendre John Stackhouse qui est vice-président principal RBC. Nous avons deux autres membres de notre panel pour aborder ce sujet. Tout d'abord, nous avons Francis Bilodeau qui est le sous-ministre adjoint chez ISDE. ISDE, c'est Innovation, Sciences et Développement économique Canada. Francis, bienvenue. Merci, je suis heureux d'être des vôtres. Alors, présentez-nous un peu ce que c'est que ISDE, parce qu'il y a des gens dans la salle qui vont dire « Oui, j'ai déjà entendu le nom, mais qu'est-ce qu'on y fait ?» Oui, alors ISDE, Innovation, Sciences et Développement économique, comme vous l'avez dit, et ce qu'on fait, c'est décrit par le nom. Nous essayons de motiver l'innovation, le développement économique. Nous sommes le grand interlocuteur pour le secteur de la recherche, les universités, les conseils de recherche, et nous appuyons toutes sortes de programmes pour appuyer les petites et grandes entreprises. Nous avons aussi des programmes pour essayer de créer ou forcer des collaborations pour motiver l'innovation. Et en plus de tout cela, nous sommes responsables de la réglementation. Nous réglementons de nombreuses politiques du marché, que ce soit les entreprises, les faillites et tout ce qui peut se passer entre les deux, y compris des enjeux comme la compétitivité. Nous parlions en coulisses du fait que l'agriculture peut être fragmentée et puis avoir différents modes de croissance, mais pour vous, vous avez 4 différents ministères avec lesquels vous devez travailler. En tant que ministère, nous appuyons 4 ministres. Le ministre Champagne à l'innovation, la science et l'industrie. Nous avons la ministre Ng dans son rôle par rapport aux petites entreprises. Elle a aussi l'appui du ministère des Affaires mondiales. Pour le commerce, nous appuyons le ministre Boissonneau au tourisme et nous appuyons le ministre Hutchings qui est au développement rural et économique. Et en fait, ce sont des portefeuilles qui se
se rejoignent et nous pouvons appuyer ces ministres grâce à l'ensemble de nos programmes. Et aussi, nous pouvons compter parmi nous Dave Smarden, le PDG de BioEntreprise. Et nous allons travailler ensemble cet hiver, vous et moi. Oui, je suis heureux d'être des vôtres. Nous avons travaillé à la rencontre Growing Canada aussi. Alors, présentez-nous ce que vous faites chez BioEntreprise. BioEntreprise Canada est un accélérateur d'entreprises de portée nationale. Nous sommes le moteur pour l'alimentation et l'agrotechnologie. Le moteur parce que nous cherchons l'innovation d'un océan à l'autre, ce qui peut avoir une incidence pour l'agriculture et l'alimentation canadienne. Si ça a suffisamment d'incidence, nous cherchons les liens scientifiques, le savoir d'entreprise, le financement et nous essayons de pousser cette innovation pour qu'elle puisse s'exprimer dans le secteur de l'alimentation ou de l'agriculture au Canada. Voilà ce que nous faisons chez BioEntreprise. Alors, Dave, souvent on parle de technologie, d'innovation et ça paraît dans le rapport de John, on a un problème de financement, attirer ces investissements. Comment est-ce qu'on comble cet écart pour s'assurer que l'argent généré à l'intérieur du Canada ou au-delà du Canada, il nous faut avoir les fonds pour que tout cela se concrétise. Les choses s'améliorent, ça c'est la bonne nouvelle. De plus en plus de gens, si on regarde les nouvelles sur l'agriculture dans les médias, la population va atteindre 5 milliards, 6 milliards, 9 milliards. Bon, les gens commencent à noter à quel point l'alimentation, la technologie alimentaire est importante, pas seulement au Canada, mais à l'échelle mondiale. Beaucoup de firmes d'investissement ont un peu changé leur fusil d'épaule et commencent à s'intéresser beaucoup plus à l'innovation, à la technologie agricole. Mais le problème, c'est qu'il faut très longtemps pour comprendre, pour en apprendre plus sur la chaîne de valeur de l'agriculture. Si vous prenez un investisseur typique, vous lui demandez comment est-ce que ces aliments sont arrivés jusqu'à votre assiette. Ils ne sauront pas vous répondre. Il faut renseigner les investisseurs à chaque étape du processus pour que les gens comprennent comment les aliments font leur place dans la chaîne de valeur. Et là, ils peuvent choisir où investir. Ça fait partie de nos efforts d'éducation, pas seulement chez BioEntreprise, mais dans d'autres incubateurs au pays. Nous voyons de plus en plus de placements de la part des États-Unis, de l'Europe qui rentrent au pays, aussi de grandes entreprises qui investissent. Mais il y a encore du chemin à faire. Alors, Francis, comment percevoir tout cela? Si le Canada est limité dans sa dimension et nous avons de grandes aspirations en tant que Canadiens. Cet argent qui nous vient de l'étranger, est-ce que c'est perçu comme étant une bonne chose ou bien est-ce que certains voient ça comme quelque chose de plutôt négatif? Il n'y a pas de réponse simple à cette question. Le Canada, de façon générale, est un pays ouvert au commerce et qui veut encourager les investissements étrangers directs. C'est positif. Nous voulons que les investisseurs investissent pour encourager l'innovation, encourager le potentiel de croissance. C'est extrêmement important à faire. En même temps, nous voulons aussi que les entreprises canadiennes investissent pour rester canadienne, pour rester dans notre écosystème et trouver des solutions de croissance pour les entreprises qui ne signifieront pas nécessairement que des intérêts étrangers fassent mainmise sur ces entreprises. Donc, oui, c'est bon d'avoir des capitaux étrangers, mais nous voulons que ces investissements soient avantageux pour les Canadiens et pour nos entreprises. Parfois, quand on dit ça, on dit il faut plus d'innovation. C'est un peu comme d'aller avoir une famille qui est en pleine dispute et dire vous devez communiquer mieux. Oui, c'est assez facile à dire, mais pas facile à faire. Et c'est ça tout le défi. C'est très, très vaste. Nous sommes un pays empli d'innovation et le secteur agricole et agroalimentaire est empli d'innovation. Mais il y a des lacunes. Une des lacunes, c'est l'investissement, vous l'avez mentionné, et ça n'est pas le capital risque. Tant que ça, beaucoup disent qu'il faut du capital risque et puis c'est tout ce qu'il faut. Mais le capital risque, il n'entre pas en ligne de jeu avant que vous ayez 5 millions de revenus. Bon, qu'est-ce qui arrive à toutes ces petites entreprises qui voudraient grandir, qui ont besoin de capitaux, mais qui n'ont pas encore accès au capital risque? Et c'est là qu'est la grande lacune. Il faut des investisseurs qui soient prêts à faire pousser et démarrer ces entreprises jusqu'à ce qu'elles puissent atteindre cette taille-là. Donc ça, c'est une des lacunes que nous avons ici. Si on peut déboulonner un petit peu l'idée de ce que c'est
que l'innovation, les capitaux, c'est important, mais ce n'est pas la seule composante. En fin de compte, on innove en inventant de nouveaux processus, de nouvelles technologies pour améliorer la façon dont les choses sont faites, pour améliorer les produits, offrir plus de valeur. Ça, c'est la principale façon. Alors oui, les capitaux sont importants, mais il faut aussi créer des espaces de collaboration où les idées peuvent être confrontées. Ça fait partie de la donne. Il faut aussi profiter de certaines des tendances émergentes. L'intelligence artificielle, par exemple, l'agriculture, bien sûr, en profite. Et ensuite, on peut partager des pratiques exemplaires entre les entreprises et créer des milieux où ces idées peuvent être encouragées à adopter. C'est super important. John, vous avez un commentaire? Il y a certaines choses que les Canadiens peuvent continuer à faire. De un, comprendre que notre marché total, ça n'est pas 35-40 millions de personnes, c'est 8 milliards. Il faut être obsédé par les exportations dans tout ce que nous faisons. Il faut songer au Singapour, il faut songer à ce qui se passe au-delà de nos frontières. Et puis, deuxièmement, il nous faut bien comprendre que l'agriculture, de plus en plus, c'est un secteur axé sur les données. Il nous faut pleinement profiter de cette force que nous avons au pays en matière d'analyse de données, intelligence artificielle. Ça se fait en partie en ce moment, mais il faut encore pousser ces efforts pour que toutes ces connaissances que nous avons à Montréal, à Toronto plus précisément en intelligence artificielle, s'appliquent plus parfaitement à ce que nous faisons en agriculture. C'est une combinaison extrêmement percutante qu'il faut encourager. Je vais pas m'en prendre en français, je ne veux pas le mettre dans le pétrin, mais John, je suis bien d'accord avec vous et voilà pourquoi je pense qu'il nous faut un ministre du commerce et pas un ministre du commerce et Si le commerce, c'est ces 8 milliards de personnes qui comptent, eh bien, il nous faut une structure qui nous permette de faciliter ce commerce pour montrer qu'on prend les choses au sérieux. Oui, vous pouvez dire que vous êtes en désaccord avec l'animateur, c'est correct, c'est permis. Non, mais j'ai vu de nombreux gouvernements au fil des ans se poser des problèmes par rapport au commerce. Beaucoup ont fait des choses très bien. Nous avons un commissaire au commerce, des commissariats au commerce très forts partout au monde. Plus vous pouvez en profiter, mieux c'est pour vous tous. Alors c'est un message qui s'adresse à tous ceux qui sont à l'écoute. Quand vous songez à aller à l'extérieur du Canada, et vous devriez songer tous les jours, pensez à ces commissaires au commerce partout au monde. Ils sont là pour vous, pour travailler pour vous. Alors, quel que soit le titre qu'on confère au ministre du Commerce, il faut être plus obsédé en tant que pays par le commerce constamment. Ça inclut les provinces. Les provinces devraient aller se vendre au monde entier. Certaines le font très bien, d'autres un peu moins bien, d'autres sont moins ambitieuses qu'elles pourraient l'autre. On a vu l'Alberta, la Saskatchewan, il y en a d'autres, mais on a des missions commerciales à l'étranger. Eh bien, la Saskatchewan est un peu un modèle à suivre en la matière parce qu'ils savent que leur marché, c'est le monde entier. Alors, ils se lèvent le matin et ils prennent un avion où ils font des appels d'un bout à l'autre du monde. Absolument. Francis, j'ai une question pour vous au niveau des exemples à donner. Est-ce qu'il y aurait, à l'extérieur du monde de l'agriculture, là, est-ce qu'il y a d'autres exemples canadiens dont l'agriculture canadienne pourrait s'inspirer quand il s'agit d'innovation? Écoutez, c'est toujours difficile de pointer du doigt un secteur, une industrie et dresser des comparaisons. Mais je pense qu'il y a certains secteurs qui se penchent de façon active sur la modernisation, qui cherchent à être plus verts, améliorer leur productivité. Et ça se voit dans certains des secteurs plus traditionnels, des domaines comme par exemple le secteur automobile récemment, qui a pivoté vers l'électricité. Ça, c'est tout un virage technologique et on voit beaucoup d'innovation dans ce domaine. Mais il y a aussi certains autres secteurs, des secteurs avec des technologies d'utilisation plus généralisées, les télécommunications, les puces, l'intelligence artificielle, la génomique. On voit là des collaborations entre ces secteurs-là et le secteur de la recherche. Ils sont très proches, mais ils peuvent aussi aller travailler avec d'autres secteurs pour encourager l'innovation.
Et je pense qu'il y a un élément dans les secteurs traditionnels qui peuvent se montrer ouverts aux nouvelles technologies, ouverts aux collisions d'idées. Et en même temps, ils peuvent pleinement profiter de la capacité qui n'est pas toujours nécessairement là dans ces technologies émergentes qui pourraient transformer du tout certaines industries. Et il faut que votre industrie en profite pleinement et dresse ces liens et ait les connexions, les réflexes pour songer aux chercheurs canadiens, aux compagnies canadiennes et aux chefs de file internationaux pour intégrer ces technologies dans vos pratiques. Alors, on va faire une courte pause. On va poursuivre notre discussion. Vous écoutez notre émission présentée par RBC. Are we supposed to be quiet during break? Okay, cool. Great job, guys. Okay. Vous faites bien les choses, les amis. Segment 4 sur 5. Ça se déroule très bien. Bon. C'est l'entraîneur. Ouais, c'est toujours l'entraîneur. Alors, on y est. 3, 2, 1. Bon retour. Nous poursuivons notre émission ici à la rencontre de la FCA à Ottawa, en Ontario, la capitale du pays. Nous avons cette émission présentée par RBC Banque Royale du Canada. Nous avons une discussion en panel où nous essayons de rapprocher tous ces différents éléments. On parle de changement climatique, durabilité, technologie, innovation et on va parler de développement des compétences. C'est un autre aspect du rapport de John. On va revenir là-dessus dans un instant. Mais je vous rappelle à tous que nos invités sont John Stackhouse de RBC, Francis Bilodeau de ISDE et Dave Smarden de BioEntreprise. Alors parlons de développement des compétences. John, dans votre rapport, vous nous dites qu'il va falloir mettre l'accent sur le développement des compétences. On en a beaucoup parlé dans notre émission. Il y a des pénuries de main-d'œuvre. Ça, c'est au niveau primaire, mais c'est aussi au niveau des cols blancs et dans les entreprises. C'est dans l'ensemble de la chaîne de valeur qu'on sent cette pénurie. Alors, quelles sont les compétences auxquelles il va falloir travailler à l'avenir quand on parle de cette révolution verte qui s'en vient, qui plane à l'horizon? Mais l'ensemble des compétences vont être importantes partout au pays, mais particulièrement, il va y avoir l'analyse de données. Des producteurs seront aussi des producteurs de données. Il faudra avoir des capacités analytiques, soit à l'interne ou bien au sein de l'équipe. Et aussi, les compétences climatiques, durabilité seront d'une importance primordiale. Qu'il s'agisse de comprendre la valeur des sols, et ça revient à ce dont on parlait plus tôt au sujet de la capture dans les sols, et travailler avec les marchés à ce niveau-là, ou bien que ce soit d'avoir recours aux technologies en évolution par rapport à l'atténuation climatique, l'adaptation climatique. Tout cela, ça va être essentiel pour les agriculteurs de l'avenir. Mais un autre élément qu'on oublie souvent, c'est l'importance que cela va revêtir pour ceux qui sont dans toutes sortes de collectivités, les plus grandes, les plus petites, qui doivent jouer un rôle actif économique dans le secteur agroalimentaire. On va on pense qu'au cours des 20 prochaines années, si nous voulons accomplir tout cela, on aura besoin de plus de gens dans les grandes villes aussi qui s'intéressent à l'agroalimentaire, que ce soit sur le plan des technologies, du financement, du développement des compétences. Pendant la COVID, on a constaté qu'on peut faire bien des choses à distance, mais il faut que l'ensemble de l'économie mette la roue à l'épaule. Si on regarde ce qui s'est fait aux Pays-Bas, ça a été étudié en long et en large, et c'est parce que beaucoup de l'économie appuie l'agriculture pour en faire un chef de file mondial. Dave, parfois on parle de pénurie de main-d'œuvre, on parle de certaines des lacunes en matière de compétences, mais notre industrie, des fois, nous dit mais voilà pourquoi on a de la robotique aux fermes laitières. Et la technologie pourrait être une des solutions pour atténuer le fardeau de s'appuyer sur la main-d'œuvre. Mais c'est plus facile des fois à dire qu'à faire. Oui, vous avez parlé d'intelligence artificielle. On n'y est pas encore. Les produits ne sont pas au point. Oui, c'est en train de se faire, mais c'est encore un petit peu, ça plane à l'horizon. Ce qu'on fait chez BioEntreprise, on embauche des ingénieurs environnementaux, des analystes de données, des ingénieurs biologiques, toutes sortes de gens qui combinent différentes disciplines qui peuvent être placées dans une situation donnée et nous fournir le type de réponse que nous cherchons.
dans l'ancien temps, c'était de la chimie, de la biologie, des ordinateurs, et ça s'arrêtait là. Mais là, ça n'est plus le cas. Il faut un mélange de ces différentes compétences. Si vous vous penchez sur le milieu agricole, j'ai écouté un agriculteur de la Floride il y a quelques semaines qui disait qu'il y a des compagnies qui sont venues avec toutes sortes de solutions numériques. Ils ont mis des senseurs sur les clôtures, sur le sol et ainsi de suite. Et là, il y a toutes sortes de données qui reviennent à l'agriculteur. Et on a une interface pour l'utilisateur sur le téléphone qui ne lui dit pas suffisamment ce que ça signifie tout ça. Alors, oui, on a certaines technologies, on peut regrouper toutes ces données, mais après, il faut s'y retrouver dans toutes ces données pour qu'il en ressorte quelque chose d'utile pour l'agriculteur. Et c'est là que ça accroche en ce moment. En effet, je crois, parfois, nous oublions qu'il y a aussi une combinaison de cette boîte noire futuriste d'intelligence artificielle et l'expérience que beaucoup dans cette salle ont. Et je crois que c'est le point pivot aussi. On peut se prévaloir des données pour améliorer l'expérience dans les exploitations agricoles. C'est là où il y aura le déclic. Nous voyons des gens qui ont de très bonnes idées. Le capital à risque suit et vous savez, c'est la réalité de plusieurs secteurs. C'est pas simplement dans le domaine agricole. L'argent arrive, c'est très chaud, et puis tout à coup, ça flambe parce que, en bout de compte, on ne voit pas de la valeur. Et qu'est-ce qu'on peut le faire au vu de l'innovation? Ben, moi, je dis que oui. Parfois, le capital à risque peut arriver dans une entreprise et que cela ne réussisse pas. Oui, mais notre système de plus innovateur est celui dans lequel les idées sont conçues, sont financées et qui arrivent à de grands succès. Ce n'est pas le cas partout, mais je ne vois pas en cela un problème en soi. Mais nous devons avoir des idées. Et nous devons les financer. Et pour en revenir aux compétences, je voudrais retourner là-dessus. Je crois que nous avons entendu qu'il y a beaucoup de compétences importantes. On a entendu parler des données, mais il est aussi important pour les organisations telles que la mienne et les autres que nous fassions attention à comment est-ce que nous allons acquérir ces compétences. Cela peut être fait à travers des programmes de stage mais voir l'acquisition des compétences des employés tout au long de leur carrière. Mais cela passe aussi par la création de bons partenariats. On n'aura pas toutes les compétences dans une seule institution à tout temps. Nous avons un système éducatif de recherche de second cycle. Comment est-ce que nous pouvons utiliser cela? Pouvoir fédérer d'autres institutions et de manière ponctuelle. Oui, l'éducation postsecondaire, en effet. Est-ce que ce système agit ou bouge rapidement afin que les personnes puissent acquérir ces compétences rapidement? C'est la semaine de l'agriculture. Nous savons qu'il y a des jeunes qui peuvent être intéressés dans la science, dans la technologie. Si vous êtes un programmeur, est-ce qu'on peut leur dire nous avons du travail pour vous? C'est pas simplement d'élevage ou de culture. Est-ce que le domaine agricole bouge assez rapidement pour former les gens? Oui, en fait, vous avez raison, il y a deux choses qui peuvent être accélérées rapidement. Dans les c'est l'apprentissage interdiscipline. Il nous faut accélérer cela pour que chaque étudiant du monde des affaires puisse connaître l'agriculture et pareil pour les étudiants en génie. C'est apprendre dans les différentes disciplines, pas simplement dans les écoles agricoles, et que les exploitations agricoles soient vues comme étant des opérations complexes, technologiquement avancées, et qu'il puisse y avoir des stagiaires
de différents domaines. Il y a aussi une grande recherche qui se fait dans des écoles d'agronomie. Et tel que Francis a dit, nous sommes aux avant-postes de l'éducation mondiale dans le domaine. Si vous regardez les 20 meilleures écoles, plusieurs sont des écoles canadiennes. Nous continuons à les sous-financer, surtout à partir d'un point de vue de la recherche. Et c'est important quand on vise la nouvelle révolution verte. Selon la RBC, elle sera ancrée dans la recherche fondamentale qui se fait dans les universités, dans les collèges, sur nos campus. Mais il faudrait la financer de manière plus ambitieuse que nous le faisons aujourd'hui. On va prendre une pause. Un nouveau segment à venir. Vous écoutez la radio Sirius. What's our next segment? Prochain segment, ce serait une surprise. It's a free-for-all. Marine biology. Careful what you wish for. Yeah. La biologie marine, attention à ce qu'on peut souhaiter ici. Sorry, what was that? Because I'll integrate your question. Moi, je vais intégrer vos questions. Qu'est-ce que vous voulez dire? Le gouvernement devrait s'occuper du financement. Alors, comment est-ce qu'on va financer tout cela? Oui. Puisque c'est ici, oui, il va dire que ce serait à la province de le faire. Voilà, il va dire que ce serait à l'échelle municipale qu'il faut financer cela. Oui, il y a des côtés intéressants durant la pause. Notre dernier segment. Alors, encore une fois, on va applaudir fortement. Vous êtes un merveilleux auditoire, très apprécié. On va finir en toute beauté. 3, 2 et... Alors, oui, ces membres de la FCA sont formidables. Alors, nous sommes ici à notre émission qui est présentée par la RBC, la Banque Royale. Alors, nous avons nos 3 panélistes. Durant notre pause commerciale, il y a eu une question de l'auditoire. Et la question était à savoir quel palier du gouvernement devrait financer cette recherche. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait répondre à cette question? Oui. Je pense que les provinces doivent faire plus. Ottawa, au fil des années, en a fait beaucoup pour ce qui est du financement de la recherche au niveau des universités. Et bien entendu, on peut en faire plus, mais je sais que le budget provincial a le fardeau des soins de santé et autres. Je ne veux pas minimiser cela, mais il nous faut investir dans ce secteur de la croissance et ce pour la génération à venir. Est-ce que quelqu'un pourrait savoir comment est-ce que nous nous comparons à d'autres pays pour ce qui est de notre engagement dans la recherche? Ben oui, vas-y. Alors, les Nations Unies a ce qu'on appelle l'index de l'innovation et mesure le montant qui est inclus dans la recherche selon les secteurs. Pour ce qui est de l'agroaliment, ils ont fait un classement et le Canada est 8e pour ce qui est de l'investissement par capitation. Et être le 8e au gabarit de notre pays, c'est correct, mais nous parlons d'en avoir besoin de plus. Et si l'agriculture est d'une grande importance pour le Canada, si nous allons être un leader dans le domaine, il nous faut investir plus dans la recherche. Si nous passons au prochain palier, parce que cet index calcule le taux de succès pour ce qui est de prendre l'innovation, de la traduire sur le marché. Et puis tout à coup, le Canada est 41. On est derrière l'Italie et la Slovénie. Et il y a un déséquilibre pour ce qui est des fonds dans le domaine de la recherche qui ne sont pas assez, mais nous mettons très peu de l'innovation à la collectivité. Et si nous allons répondre aux défi du changement climatique, et ce serait fait à travers l'innovation et il nous faut faire mieux à traduire cette innovation vers le marché. Alors, Francis, nous avons essayé beaucoup de choses. La commercialisation est quelque chose que ce gouvernement a ciblé. Nous avons une nouvelle agence d'innovation qui a pour but d'accroître la collaboration et la commercialisation, je peux dire. Un des domaines
auquel nous devons réfléchir, c'est oui, les gouvernements ont un rôle très important à jouer dans la recherche et nous nous en tirons assez bien pour ce qui est de la recherche financée publiquement. Je parlais du lien entre l'industrie et la recherche. Je crois qu'il y a de l'espace pour renforcer le domaine, mais il nous manque la recherche et développement menée par les entreprises. Comment est-ce que nous utilisons nos forces pour renforcer la collaboration entre la recherche publique afin d'améliorer la recherche qui est faite dans les entreprises pour nous assurer que nous appuyons la recherche qui est faite est pertinente à nos entreprises et mène à des résultats commerciaux. Il y a aussi un aspect de l'innovation et de la commercialisation qui ne revient pas au Canada à cause de barrières réglementaires. Vous avez par exemple la Provence qui fait face à des limites d'émissions. Vous avez le fait aussi que cela est un facteur pour limiter l'accès à l'innovation. Parce que si ailleurs dans le monde, les autres concurrents ont accès, c'est quelque chose qui est à notre détriment. Si vous développez quelque chose ici au Canada, vous avez toujours des écueils à surmonter d'un point de vue réglementaire. La réglementation est là pour nous protéger, mais c'est aussi une barrière pour faire passer des produits vers le marché. Il devrait avoir un moyen d'accélérer l'entrée de l'innovation au marché au Canada. On a besoin de cet avantage concurrentiel. Si on n'arrive pas à le faire, les autres auront une manche de plus sur nous. Nous avons entendu parler de ce que les politiciens avaient à nous dire hier, les incitatifs, le changement climatique. La ministre Bilbo en a parlé. Et nous devons tenir compte du fait qu'au vu de la diversité de l'agriculture, être conscient qu'il ne faut pas tout peindre d'un même pinceau, voir les différences régionales. Je parle du type de sol, les pratiques, l'accès à l'eau et développer ces politiques tout en comprenant que nous devons poser la question, est-ce que ce sont les bonnes pratiques que nous encourageons? Hier, j'ai fait une émission avec la RBC et voilà ce que les clients nous disaient. Il y a des incitatifs, mais il faut que ce soit à bon escient. C'est là le défi. Il nous faut avoir une approche flexible face au financement et voir ce que les gouvernements font. Nous pouvons prendre l'expérience aux États-Unis pour ce qui est des services de taxes. L'approche bâton et carotte. Il y a une structure réglementaire, mais dire qu'on va arriver à nos objectifs 2030 avec la carotte et non pas avec le bâton. Voilà la stratégie que le Canada se doit d'adopter. Il incombe aussi aux provinces d'avoir aussi cette position dans les mois à venir. Il nous faut savoir où viennent les fonds. Les gouvernements doivent choisir les gagnants et puis se dire qu'il nous faut bouger, mais pas plus lentement que le marché. Il nous faut des mécanismes de prix et savoir ce que les marchés font. Est-ce que vous êtes conscient que nous aurons cela? Nous avons entendu le secrétaire Bill dire que ce serait un revenu secondaire pour nos exploitants agricoles. Merci pour cette comparaison. Est-ce que ce serait possible? C'est non seulement possible, c'est nécessaire. Si nous allons arriver à notre objectif climatique dans tous les secteurs et dans le secteur agricole, nous savons que cela doit être au-devant de la politique canadienne. Et il nous faut récompenser ceux qui protègent et le sol et
en même temps produisent nos aliments. Et cela est fait en Europe, cela est fait aux États-Unis. Et j'ai parlé à un groupe d'ailleurs d'agriculteurs en France à travers un modèle qui met l'accent sur les émissions dans la chaîne d'approvisionnement. Et en France, on mettait l'accent là-dessus. Je pense que nous aussi, nous pouvons réaliser cela de manière raisonnable, et ce, dans un bref délai dans ce pays. Pour cela, il nous faut être plus ouverts par rapport aux réglementations. Il nous faut comprendre que la perfection est l'ennemi de l'exécution. Et il y aura des variations dans ces modèles. Et si nous attendons d'avoir le modèle parfait et pour ce qui est des mesures de la vérification du captage des sols, nous aurons la discussion en 2030. Et là, il sera trop tard. Nous avons le choix au Canada. Travaillons avec ce que nous avons. Apprenons de cela de la même manière que nous le faisons, que nous voyons les Américains le font. Et cédons le chemin à ceux qui font l'innovation. Et oui, peut-être qu'on va faire comme les Canadiens, on va créer un comité pour étudier cela. Oui, ça a été un plaisir et j'apprécie vraiment la FCA de nous avoir accueillis ici. Je remercie la RBC d'avoir commandité cette émission. Merci beaucoup à Francis, à John d'être ici et Dave. Je ne sais pas si on aura une autre émission. Oui, on en trouvera une. Si vous voulez, vous pouvez nous contacter par courriel. On est aussi sur les médias sociaux, sur toutes les plateformes. Et vous pouvez envoyer notre ligne 855-766-7147. Et je vous remercie tout le monde d'avoir été ici lors de notre émission. Ça a été un grand plaisir. Merci de vous être connectés avec nous. Let's give our panel a big round of applause. Et on applaudit fortement nos panélistes. Et réellement, mes félicitations pour cette belle rencontre. Ça a été un grand plaisir. Mais hier, j'ai eu une expérience unique. J'ai assisté à beaucoup de conférences. J'ai eu beaucoup d'émissions en Amérique du Nord et en Europe. Je ne sais pas ce qui s'est passé hier. Est-ce que c'est le temps des élections ou est-ce que vous avez de secrets de nos dirigeants politiques? Aurez-vous des photos? Enfin, je ne sais pas. Félicitations pour cette belle rencontre. Merci au personnel de la FCA pour nous avoir fait confiance, nous permettre d'avoir cette émission ici. C'est quelque chose qu'on ne fait pas souvent au Canada parce que du coup, on nous regarde avec le regard vide. On disait, est-ce que les gens vont visionner un programme radio? Mais en fait, pour vous dire qu'on s'est bien amusé, et s'il vous plaît, suivez notre émission à 16h et aussi nous rediffusons le matin. Merci et ayez une bonne journée.